compte tenu de nos liens avec les partis de gauche, et puis ce qui s'était passé en Espagne, on était à peu près certain qu'on allait perdre la guerre, au moins la perdre, pas d'une façon définitive, mais dans le moment donné de cette invasion, on savait que il n'y avait pas de solution, il fallait accepter l'occupation. Alors, il y a eu deux sortes de gens face à cette occupation. Les passifs, même trois. Les passifs qui s'en accommodaient, qui disaient les Anglais vont débarquer un de ces jours, vont faire la guerre aux Allemands, et les Allemands, il n'y a qu'à attendre gentiment ce moment-là, pas la peine de se compromettre, ni de se fatiguer, vaut mieux s'organiser, faire un peu de marché noir, bosser comme on peut ici ou là, et puis survivre jusqu'au débarquement. Puis il y avait ceux qui disaient, oui, mais si on agit comme ça, on va être absolument dépendant de la Russie et de l'Angleterre, qui eux auront gagné la guerre. Nous, finalement, on sera considérés comme les Allemands. C'est pas possible, il faut participer à la guerre. Alors moi j'étais encore adolescente, presque, j'avais à peine 18 ans quand est arrivé le Front populaire. Et oui, il est arrivé en quelle année déjà ? 36, moi j'avais 14 ans. Donc, mais la perspective de voir mes copains pouvoir faire des études, et même moi, et puis la perspective de travailler moins longtemps, c'était quand même réjouissant. Alors, on était un petit groupe, pas très nombreux hélas, mais dans cette cité ouvrière, un groupe de 6 jeunes. J'étais la seule fille, les autres étaient des garçons, qui avons décidé de participer à cette agitation, à ce mouvement, pour une amélioration de notre vie quotidienne. Et c'est ce qu'on a fait. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé sans dégâts. Dès que les Allemands ont occupé le territoire, on a été en danger, mais la peur ne nous a pas empêchés d'agir, et je me suis retrouvée dans un groupe d'adultes qui faisaient dérailler les trains. Alors il est évident que moi je ne faisais pas dérailler les trains, mais je portais les messages, je portais le matériel, on organisait des vols aussi d'armes, parce que naturellement on n'en avait pas, et les Allemands en avaient beaucoup, donc on profitait de circonstances un peu favorables quand il y avait une fête dans la caserne, ou d'une occasion quelconque où on pouvait s'introduire plus facilement dans leurs repères, et puis piquer ce qu'il y avait à voler, qui pouvait être aussi de l'alimentation, mais surtout des armes. Le groupe auquel j'appartenais avait édité un journal, et puis un journal clandestin, bien évidemment, et puis on tirait des tracts. Alors moi je travaillais, j'allais à l'école encore, mais j'avais pris un petit travail pour gagner un peu d'argent au ravitaillement général. Alors ça, le ravitaillement général, c'était une organisation mise en place pour distribuer les tickets d'alimentation, les tickets de chaussures, les tickets de vêtements, pour répartir les biens, puisqu'il n'y avait plus grand-chose, tout était volé par les Allemands. Mais il fallait quand même bien s'habiller, quand même bien se chauffer, quand même bien se nourrir. Alors il y avait un établissement qui s'appelait le ravitaillement général et qui répartissait ce que les Allemands voulaient bien nous laisser parmi la population. Alors, moi j'allais à l'école, mais pas tous les jours ni toute la journée. Alors les jours où j'allais prendre place, je travaillais dans cet établissement, ce qui me permettait de voler plein de choses, de voler des tickets d'alimentation, des tickets de vêtements, des tickets, tout était fonctionné par tickets. Alors j'étais devenue une grande spécialiste du vol
de tout ce qui se volait, il faut dire. Hein. Mais après, je me suis quand même arrêtée. Hein. Au retour, j'ai plus volé rien. Eh bien, on les distribuait d'abord à tous les clandestins, parce que vous savez qu'il y avait des gens qui étaient cherchés par la police pour avoir été communistes avant, pour avoir été socialistes, pour avoir été antifascistes. Tous les gens qui avaient eu une activité avant la guerre étaient menacés. On les arrêtait, on en a fusillé pas mal, on les envoyait au camp. C'est comme ça que j'ai terminé. Alors, souvent, ils étaient clandestins. Donc, il fallait bien assurer la survie. Hein. La clandestinité, ça coûte cher. Donc, trouver des lieux, des gens qui veulent bien cacher des menacés d'arrestation, en général, ils ne faisaient pas ça gratuitement. Enfin, il y en avait, ceux qu'on a appelés les résistants. Mais beaucoup d'autres, c'était pas vraiment payant, mais c'était en échange d'avantages. Donc, il a fallu assumer ça, et c'était pas facile. Alors, je suis devenue une grande voleuse. De tickets d'alimentation et de papier. Alors, pour voler les papiers, on avait des techniques. On s'introduisait dans les mairies, généralement aux heures où les gens étaient partis déjeuner, ou bien quand on pouvait le soir, mais le soir c'était pas facile parce qu'il y avait quand même un gardiennage, et donc c'était surtout dans la journée quand on pouvait se faufiler et voler tout ce qui pouvait se voler. Moi j'avais des chefs, moi j'étais une petite main. Je transportais les messages, les armes des fois. J'avais un vieux vélo bleu avec 2 sacoches de chaque côté. Il marchait quand il avait envie, mais enfin de temps en temps. Et dans mes sacoches, j'avais une tante qui avait une ferme, et une cousine aussi. Alors, la tante, je n'avais pas mise dans le coup parce qu'elle était nulle, mais ma cousine, oui. Alors, elle me refilait du matériel, de la crème fraîche, du beurre, quelque chose, des légumes. Et en dessous de tout ça, je mettais ce que j'avais à cacher, les munitions, les armes, les messages, enfin, c'était toute une organisation. Et puis par-dessus, je mettais cette alimentation, ces trucs. Et quand j'étais naturellement toujours arrêtée par les équipes allemandes qui encerclaient les camps, et ça les faisait rire, ils disaient arc, marché noir, bon, je leur disais yaya, et puis je passais avec mon paquet de tracts ou de matériel plus dangereux au fond de mes sacoches. Je refilais ça à mes 2 copains adultes, un qui s'appelait dans la clandestinité Kléber et l'autre qu'on appelait Jean. Donc l'un s'appelait Marius Cyr et l'autre Joseph Étienne dans la réalité, mais on les appelait Kléber et Jean. Alors je leur refilais tout ce que j'avais ramassé, et puis puis la vie continuait. Vous faisiez ça souvent, ces transports à vélo? Oui, relativement. Je dis pas tous les jours, mais plusieurs fois par mois, ouais. Et puis on avait trouvé un lieu où ils avaient le long, vous savez quand, c'est au bord de l'Orne. Et l'Orne, il y a aussi le canal. Et entre les deux, il y a un espace. Et là, les Allemands avaient planqué plein de choses. Et on les volait. Alors, pour les voler, il fallait un petit peu d'aide. On ne pouvait pas faire tout à deux. Alors, on se retrouvait à 5-6. C'est comme ça d'ailleurs que ça s'est mal terminé, parce qu'il y en a un qui a été arrêté à la sortie de ce truc-là. On se retrouvait à quelques-uns, et puis les uns. Alors, on avait toute une organisation de plancage, on appelait ça se planquer, de position sur le pont
dans le lieu où on volait, enfin, toute une organisation pour essayer de faire notre travail avec le moins de dégâts possible. Et on y a réussi longtemps, hein, parce que quand même, j'ai été arrêté seulement en 1943. Donc ça a fait un bon bout de temps où on les a titillés, on leur a cassé les pieds. Alors il y a eu des affiches partout en disant que s'ils ne trouvaient pas les coupables, ils arrêteraient les familles. Alors moi, ça m'a valu naturellement un grand drame chez ma mère. Elle a prévenu toute sa famille. J'ai eu une convocation familiale où on m'a dit que si je mettais ma famille en danger, ils seraient dans l'obligation de me dénoncer. Remarquez, quand je suis revenue, ils m'ont fait de belles fêtes quand même, avec plein de belles fleurs. Ils ont compensé. Oui, je m'appelais Annick. J'ai d'ailleurs été arrêtée, condamnée avec ce patronyme. Gisèle, ils m'ont dit Annick, et ils m'appelaient tous Annick. Et j'ai porté ce nom pendant pratiquement toute la guerre. Juste une fois, j'ai participé à un attentat. C'est-à-dire qu'avec un gros revolver dont j'avais une frousse pas possible, j'étais là, mon copain m'avait dit tu te mets là, et tu fais telle et telle chose en cas de malheur. Bon, et moi j'étais là avec ce gros revolver, et je me disais, s'il vient un type devant moi, jamais j'ose tirer, hein, ça c'est sûr. Donc c'est pas comme ça, tuer un mec, même un Allemand, c'est pas possible. Alors j'étais là tremblante, pendant ce temps-là, il faisait son boulot. Bon, il est revenu, il s'était rien passé. Alors on est repartis tous les deux, et puis au bout d'un moment, paf, on a entendu que ça. On était encore sur le pont, alors on a joué les effarés, il y avait des Allemands, on leur a dit mais qu'est-ce que c'est? Alors ils nous ont pris pour des amoureux lambda, et on est passé comme ça, après avoir fait sauter comment on appelle ça, un lieu où il y avait plein de trucs, de la bouffe, des armes, je sais pas quoi, enfin c'était un truc allemand. Alors donc ça a fait un beau dégât, hein. Le lendemain on a eu droit à des articles dans la presse pour critiquer en disant que c'était idiot, que ça mettait la population en danger, etc. Mais c'est grâce à ça que, après à la libération, on a compté dans les 4 grands. S'il n'y avait pas eu la résistance, eh ben, on n'aurait pas été, on n'aurait pas eu la position qu'on a eue.